Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Dans le système judiciaire des comics, les œuvres sont représentées par deux groupes distincts. Ceux qui racontent des grandes histoires et ceux qui méritent d'être condamnés. Chez Comics Discovery, une brigade spéciale enquête sur ces affaires. Leur mission, lire, analyser et rendre leur verdict. Voici leurs histoires. Je mettrai, Toutou. Et donc, cette semaine, nous partons pour Alcatraz. Et avec moi, j'ai trois chroniqueurs condamnés que je vais vous présenter parce que j'ai fait une petite présentation de chaque auditeur chroniqueur, parce que chaque auditeur ça va être compliqué, mais chaque chroniqueur. On va commencer par la dévoreuse, le détenu numéro 666. Motif: fascination inquiétante pour le cannibalisme, récidive aggravée pour le cinéma d'horreur et écriture beaucoup trop sanglante. Certains disent que ces textes sont tranchants, d'autres affirment qu'elle mord. Sophie, alias la dévoreuse. Bonjour Sophie. Coucou. Excusez-moi, j'ai un bout d'os coincé entre les dents. On va passer à l'oracle de la Black Lodge. Numéro de détenu 351. Motif: référence incontrôlée. Capable de relier n'importe quel comics à David Lynch, à Twin Peaks ou au Seigneur des Anneaux. Et Buffy aussi. Son esprit dérive entre plusieurs réalités, où on ignore si elle analyse les œuvres ou si elle les interprète depuis une autre dimension. Bienvenue à Faye, donc l'oracle de la Black Lodge. Salut. Mais qui te dit que je ne fais pas tout en même temps? Wow. Et nous avons le croqueur, détenu numéro 1984. Je sais pas pourquoi j'ai mis des chiffres au hasard. Motif: dessin compulsif et obsession sonore. Illustrateur officiel et mélomane dangereux. Il juge un comic sur le trait ou sur sa bande son. On ne sait pas. Certains disent qu'il entend une musique au travers des dessins. D'autres disent qu'il entend de la musique. Ça veut rien dire ce que je dis. Donc bienvenue à Cécile. C'est plus compliqué pour Cécile. Est-ce que vous savez que les étourneaux chantent du dessin? Voilà. Je vous passe cette info là. Voilà. Et voilà, on parfait, a je suis une intro, intro. alors. Merci beaucoup pour cette intro. Quel honneur. Voilà. Moi j'ai déjà, quand tu prends du LSD, tu vois le son et ça m'arrive. Voilà. Vous le saurez comme ça. Donc cette semaine, on vous parle des évadés d'Alcatraz de Tyler Crook et de Christopher Cantwell qui sort chez Delcourt. On commence déjà en disant merci Delcourt de nous avoir envoyé la BD et de nous avoir envoyé le PDF. Merci à eux. On va commencer comme d'habitude avec une petite recommandation culturelle. Moi, je n'ai point de recommandations culturelles à part. Je vais redire un peu comme la semaine dernière. Regardez l'épisode de Lost. L'épisode de Pas comme tellement qui ne fait plus qui a arrêté sur le cinéma parce qu'il y avait la fin du film. Maintenant il fait des émissions sur les séries et Faye est en train de lever les yeux, il nous saoule avec Pas comme tellement. J'ai rien dit. Je suis matrixé pour Pas comme tellement. J'ai rien dit, mon esprit glisse ailleurs. Et donc il a fait tout un épisode sur Lost sans spoiler, même si tu rigoles. Il y a deux trois spoilers. Alors, moi j'invite nos amis qui n'ont pas vu Lost à regarder Lost après regarder la vidéo parce que c'est bourré. Oui, il y a quand même 2-3 spoilers. C'est du spoilers. foutage de gueule niveau spoiler. Si t'as pas vu la saison 1, il y a des trucs qui sont quand même. Mais même, il y a des trucs beaucoup plus loin. Ouais. Sophie ne regarde pas. Ouais. Okay. Ouais. Non mais Par contre, regarde celle sur Twin Peaks. Ouais, celle sur Twin Peaks c'est pas mal. Par contre, elle est full spoiler. C'est un peu différent de ce qu'il a écrit dans son essai ou c'est il y a des éléments qui reviennent, mais il y a d'autres choses un peu en plus, j'ai l'impression. Mais c'est pas mal et c'est cool. Moi j'ai regardé ça, c'était cool. Et j'ai regardé son truc sur le surréalisme, mais j'ai un problème avec le surréalisme parce que avant d'avoir son épisode et avant de connaître vraiment tout ce qui est en rapport avec comment il s'appelle le mec du surréalisme, Marcel Breton. André Breton. C'est André Breton?
Oui. Non, tu confonds avec Marcel Deschamps qui avait fait les toilettes. C'est peut-être André Breton. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Oui. Moi, j'ai lu un bouquin de Philippe Jaenada, dont j'ai oublié le nom, je vais vous retrouver tout de suite, qui parle un peu, de cette époque-là de Paris et qui parle d'un groupe de jeunes qui a traîné avec, du coup, avec André Breton et avec, mais eux qui étaient pas du tout, artistes. C'était La désinvolture est une bien belle chose, qui parle d'une fille qui était pote, enfin qui a traîné un peu avec André Breton et avec Nadja, pour les gens qui ne connaîtraient pas, parce que André Breton a écrit, c'est lui qui a écrit Nadja, on est d'accord, hein. Oui. Il a écrit tout un bouquin sur une fille qu'il a rencontrée et qu'il l'a un peu il était un connard. Oui, et puis elle a fini en asile pour femmes, et elle aussi avait traîné dans ce genre de trucs. Et du coup, et du coup dans son bouquin, il dépeignait vraiment André Breton comme le dernier des connards. Et du coup, j'avais cet a priori en mode oui, bon, c'est un énorme, c'est aussi ce que disait Frida Kahlo de lui. Ah oui, c'est vrai qu'il était pas pour avoir le mouvement. Comme dirait Orelsan, quand tout le monde dit que c'est toi le problème, faut se poser les bonnes questions. Non, c'est pas quelqu'un qui était respectueux, qui était genre vachement dans ses idées, qui si tu allais pas dans son sens, ça lui plaisait pas. Il a viré plein de monde. Salvador Dali aussi, c'est pas top. Alors lui, c'est. Il était homophobe aussi. Ouais. Ah ouais, bon donc voilà, le surréalisme, j'ai moins accroché. J'adore tout son truc de Pacôme sur l'histoire, mais le truc sur le surréalisme. Après, le mouvement lui-même, il peut y avoir des choses intéressantes dedans, mais voilà, il y a pas mal de représentants qui sont un peu. Voilà. Après, moi, Par contre, Buñuel, c'est vachement bien. Oui, voilà. Ouais. Alors, regardez Le Chien d'Alou. Et après, vous regarderez plus jamais les yeux de la même manière. Il y a Man Ray aussi qui faisait pas mal, mais en photo, plus. Heureusement que t'avais pas de reco. Ouais, pardon. J'étais à deux doigts de recommander parce que je suis sur un forum RP, mais je sais pas si je peux en faire de la pub, donc non, on va pas faire de pub. Mais c'est ça que je fais en ce moment. Donc voilà. Tu dis non alors que t'as pas du tout. Mais je soutiens, je me doute et je soutiens. D'accord, ok. Bon voilà. Je ferme ma bouche. J'ai reçu. T'as le droit d'en parler. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de problème au fait d'en parler. D'accord. De toute façon, les gens, ils voient le nombre d'annexes qu'il y a. S'ils sont pas des affinités avec le jeu de rôle sur papier, ils ont du mal à rentrer dedans, je crois. Mais bon voilà, c'est le forum de Sophie qui s'appelle Drag Me to Hell. Si vous avez envie de faire du RP Anne Rice à bâton rouge, et allez-y. C'est marrant. On peut le faire à bâton bleu. Vous avez vu, je suis fatiguée. Yeah. Ouais. D'ailleurs, ils avaient un truc avec le rouge parce que là-bas, pour la petite histoire, ils disaient pas loup-garou, ils disaient roux-garou. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est une variante. On retrouve au Canada parce que quand ils ont vendu la Louisiane, les Français qui voulaient pas devenir anglais, ils sont partis au Canada. Du coup, il y a certaines expressions et c'est un truc du folklore de Louisiane qu'on retrouve aussi au Canada. Tout à fait. Ok. Je suis en train de regarder s'il y a une signification du bâton rouge, mais non, je regarde le wiki, mais... Comment on est vu ? Il y a une histoire, mais c'est comme c'est tous les ponts du centre de la France, t'as une histoire avec le diable, là t'as une histoire de bâton rouge qui serait apparu comme la main de diable ou de Dieu, je sais pas trop, enfin bref. Mais bon, ça sent le bullshit des personnes qui sont un peu avinées. Poissons et des morceaux de viande d'ours accrochés à son extrémité, alors qu'il y a des chasseurs indiens apparemment. Ok. Voilà. Bon. Donc c'est raciste. Voilà. Cool. Ouais. Vous êtes content des États-Unis. Sophie, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous proposer? Je vais tricher, je vais en faire deux en même temps. Alors, quand on parlait en off, du coup, il y a la bande-annonce de Dune 3 qui est sortie. Donc moi, ça m'a donné envie de vous parler de Dune 2, le bouquin, le Messie de Dune. Alors, vous plantez pas, parce qu'en France, on a publié le premier tome en deux tomes séparés, selon certaines éditions.
Voilà, mais le tome 2, c'est bien celui qui s'appelle Le Messie de Dune, et qui est tout petit par rapport aux autres. Et vraiment, c'est un roman d'introspection où en fait, Paul va réaliser un peu toutes les conneries qu'il a faites. Ouais. Et c'est vraiment... Je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment adapté de lire ça. Lisez ça avant d'aller voter, en fait. Parce que vraiment, ça démonte tout le mythe du héros de un homme pour détenir tous les pouvoirs. C'est une bonne idée. Il suffit de chasser un tyran et puis c'est bon, tous les problèmes sont réglés. Non. Et voilà, c'est vraiment un bouquin qui va parler de politique, mais aussi de responsabilité, de culpabilité. Voilà, c'est un bouquin très intérieur. Je trouve assez shakespearien aussi. Oui, si vous totalement. aimez Le Roi Lear ou Hamlet, voilà, ça devrait être votre cam. Ouais. Et voilà, mais il y a de l'action aussi. Hein. C'est bien tendu tout le début, et après à la fin, il y a un déchaînement d'action pas possible, et on fait non, on l'avait vu venir, toi aussi, pourquoi t'as rien fait? Bon bref, voilà. Et du coup, comme Dune 2 parle aussi, comme le premier, d'anti-impérialisme quand même, moi j'ai vu des rapports dans ma lecture actuelle qui est Babel de R.F. Kuang, qui a écrit aussi Yellowface. Et du coup, ça parle de quoi? Ça parle alors c'est un univers de fantasy, mais qui est très proche de notre univers, où en gros l'Angleterre deviendrait l'empire colonial qu'on a connu, grâce à des barres d'argent qui sont gravées avec de l'écriture, et il y a une histoire avec la traduction qui donne en fait une sorte de magie des mots. Et en fait, dans ce bouquin-là, donc on suit un Chinois qui est adopté un peu bon gré mal gré par un riche Anglais qui l'emmène à Babel pour qu'il devienne un étudiant. Et au début, il se dit j'ai trop de la chance et tout. On me traite comme un petit prince et tout. Et en fait, il va déchanter et il va se rendre compte en fait de tout le fonctionnement injuste de l'empire colonial et des conséquences. Et donc, je suis encore en cours, hein, mais vraiment, c'est fascinant. Ça parle aussi de est-ce que finalement vaut mieux démonter le système de l'extérieur ou de l'intérieur, et est-ce que seulement on peut démonter le système aussi. Et c'est basé aussi beaucoup sur la guerre d'opium, donc qui est un événement historique qui opposait la Chine et l'Empire britannique. En fait, à l'époque, la Chine, c'était un peu le seul pays qui résistait au colonialisme britannique, et ils se sont fait avoir, quoi. Comme tous ceux qui ont essayé de résister face à l'Angleterre, n'est-ce pas? Les Irlandais, on pense à vous. Et voilà. Donc moi, je trouve que c'est un excellent bouquin. J'ai pas encore fini, donc je vous donnerai mon avis quand j'aurai fini. Mais vraiment, je me dis, je comprends pas qu'on l'ait pas encore adapté, quoi, parce qu'il est vraiment génial, quoi. Ok. Je crois que Cécile, il a envie de recommander du Mamoru Hosoda. Non. Alors déjà, tu me fais une intro où tu me présentes avec que de la musique, donc moi j'avais parlé de musique, mais Bah vas-y. mais en vrai, oui, bien sûr. Avant que j'aille voir ce film, avant que j'aille voir Scarlett, j'allais dire ça va être Marocco, ça va changer de la musique. Je vais parler d'un film pour une fois. Sauf que non, c'était la débandade. Merde. Et sinon, je voulais parler de Jumpers. Mais Jumpers, c'est un film très Parti socialiste compatible. Donc moi je vais parler de musique, surtout là d'habitude je parle d'un album, mais moi je vais présenter un groupe en général. C'est un groupe qui s'appelle The Garden. C'est un groupe de punk avec aussi d'inspiration surf rock, donc surf punk si vous voulez, qui est géré par deux frères jumeaux, Wyatt et Fletcher Cheers, et qui ont vraiment leur propre univers qui est assez déjanté, assez imprévisible, très très rythmé. Ils ont des racines très très punk, mais après ils ont développé, ça s'est orienté vers la musique surf, et je dirais vers la fin des 2010, ils ont une inspiration plutôt synthé. Et je pourrais recommander leur discographie globalement, mais je pourrais aussi recommander les discographies solo de chaque frère, parce que The Garden c'est 5 albums et d'autres sorties annexes dans leur discographie. Mais si vous voulez encore plus, il y a la carrière solo du frère Wyatt qui s'appelle Enjoy.
il a une dizaine de disques, il en sort presque un par an. Et il y a l'autre frère, Fletcher, qui se renomme Puzzle. Et très clairement, c'est une continuation de ce qu'ils font en duo. C'est vraiment chacun fait son truc, mais ils ont tellement une symbiose quand ils travaillent en tant que The Garden que vraiment vous pouvez avoir des chansons bonus dans leur carrière solo. Et alors, je recommande leur discographie globalement, mais si vous voulez commencer avec une chanson de The Garden, ce serait une chanson qui s'appelle Thy Mission, T-H-Y, Mission, qui est une chanson qu'ils font en duo avec Mac DeMarco. Et c'est une chanson qui sont sorties en single uniquement sans que ça atterrisse sur un album. Et c'est une chanson qui, je trouve, présente bien le groupe, mais qui, pendant un moment, m'avait beaucoup captivé. Je trouvais qu'il y avait une aura très spéciale avec cette chanson. Je me demandais pourquoi je revenais très souvent sur cette chanson. Et ben c'est normal, c'est parce que c'est une chanson avec Mac DeMarco, le chanteur hyper relax, et il chante sur une chanson avec un tempo très rapide. Donc voilà pourquoi c'était très spécial pour moi comme expérience. Et voilà, donc c'est ma recommandation, le groupe The Garden. Ok. Putain, c'est dommage que ce soit pas sur Deezer. Et tu as raison, parce que c'est détenu par un oligarque russe. Voilà. Donc voilà. Mais faudrait qu'on se démerde pour faire une playlist des toutes les recos que tu fasses. Et comme ça, on pourra les partager avec les auditeurs. Faudra peut-être sur YouTube ou sur, je sais pas s'il y a une plateforme où on pourrait faire une playlist avec tous les trucs que t'as recommandé depuis le début. Une chanson. Ouais. Ça serait bien. Ou sinon, on peut les convaincre de rejoindre Qobuz. Hein. Ouais. Qobuz, mais il y a pas tous les trucs que t'as recommandés, ils sont sur Qobuz. Là, ouais, pour le moment. Attends, j'ai recommandé Louis Shedid, j'ai recommandé quoi d'autre, Beach Boys, ouais, dans des coffrets, ouais. D'accord. En fait, c'est une plateforme qui est qui rémunère correctement les artistes, c'est ça? Bah, plus que d'autres. Après, je tiens à dire que les plateformes de streaming ne seront jamais notre salut dans cette industrie musicale. Mais comparé aux autres, ouais, c'est celle qui rémunère le mieux. Après, si je peux leur donner... Quoi ? C'est celle qui a le meilleur son, non ? Au niveau du... Alors aussi, voilà, ils incitent beaucoup sur le son, et c'est pour ça qu'en fait, leur tarif est assez cher, mais en même temps, à côté, il y a Spotify qui devient de plus en plus cher. Et aussi, je peux accorder un défaut à Qobuz, c'est que déjà, pas de podcast. Et aussi, ils ont un catalogue très très faible, parce que soit ils n'ont pas encore une musique, et ils ont toute une plateforme où tu peux leur envoyer un message, leur demander de mettre tel album d'artiste sur leur catalogue. Ou alors soit ce sont les labels qui sont en désaccord de pouvoir rémunérer les artistes plus que d'habitude, et du coup ils n'autorisent pas les discographies sur leur plateforme. Voilà. Sinon il y a Bandcamp aussi qui est cool. Ouais, Bandcamp c'est vachement bien. Ouais. C'est vrai. Ben je regarderai. Pierre, on verra pour que ce soit un truc dispo sur plusieurs plateformes. Bon, pas sur Spotify parce que il y a fait qui s'endort. Balance-la dans l'eau sans le canoë. Comme dans l'intro, ouais, de la BD. Et moi, je tiens à dire que moi, je recommande même Rosoda, mais vous oubliez À partir de Belle, mais pour le reste, c'est pas trop mal. Summer Wars, c'était cool. Ah oui, mais je ne recommande absolument pas Scarlett, hein. Oui, Scarlett, apparemment. Allez le voir. Et j'ai eu des retours que de toi, donc je ne sais pas. Bon, écoute, tu me rassures parce que moi je l'avais raté, qu'il était en clôture du PIF et Paris International Fantastic Film Festival. Oui. Je me dis, est-ce que j'ai raté quelque chose? Et bah, visiblement non. Bah, franchement, non. Et surtout, il y avait aussi un festival de cinéma à d'animation à Montpellier. Ouais. Et donc, pendant 3 ou 4 mois, il y avait des gens qui ont vu ce film et qui ne m'ont rien dit. C'est des fourbes. Voilà, mais clairement, c'est son pire film. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ah ouais. Bah écoute, les gars de... Elle est pas terrible non plus, hein. Vraiment, non, moi j'adore. Alors, je n'adore pas Belle, mais j'adore défendre Belle. Ah ouais. Et franchement, tu vas voir Scarlett et tu vas me dire, ouais, je suis désolé pour ce que j'ai dit sur Belle. Voilà. D'accord. Et regardez La Traversée du Temps, c'est trop bien. Oui, et Mirai, une petite sœur.
Ouais, Mirai Pizza aussi. Et Ameyuki, même si James n'aime pas, Mirai, je l'ai vu. j'adore Ameyuki. Ah, ouais, mais C'est Amenoui. les gamins à goût, là. Ouais. Ah, bah, c'est le seul Oui, que les enfants j'aime. loups. Ah, bah, c'est le seul. J'ai pas aimé les enfants rouges, moi. Oh, c'est chiant comme la mort. Et Ah toi, non, je Loris, trouve ça trop bien. Le Ouais. auto animé, j'adore. Enfin bon. Mais si, t'as bien aimé Le Garçon et la Bête. Ah, c'est le mec qui a fait Garçon et la Bête? Ouais. Oh, bon, c'est les deux. Ah, ils avaient raté aussi au pif, ils passaient au pif. Le pif, ils aiment bien, mais bon, ça. C'est les deux que j'ai. Ouais. Moi, je le dirais. Enfin, je sais que Faye est pas forcément d'accord avec moi, mais le film, les cinémas. Mais arrête de parler pour moi, tu sais. La même dernière pas fois que ce j'ai dit je ça, pense. tu t'as levé les yeux au ciel en disant ouais. J'ai rien dit. J'étais fatiguée, tu me parles. Bref. Ouais. Moi, je pense que le cinéma d'animation, c'est vraiment mieux en salle. Parce que de le voir sur un grand écran, c'est quand même une autre expérience que sur un. C'est pareil pour tout, hein. Ouais, mais Tout le cinéma, je trouve que c'est meilleur en salle, quoi. oui, non, mais vraiment le cinéma Ah, d'animation. Pour l'animation, souvent, c'est des trucs faits par ordi. Et à la Non, mais limite, quand le film est très mauvais, c'est bien de le voir avec un groupe d'amis. Au moins, vous rigolez ensemble. Bah Voilà. oui, mais ça, en salle, moi, perso, par exemple, avec mon mec, des fois, on va voir des films et le dernier Ari Aster, moi, j'ai pas trop accroché et je savais pourquoi j'accrochais pas. Mais je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants. Lui, vraiment, au bout d'une heure, il en pouvait plus. Et je sentais qu'il agrippait le siège et qu'il ronchonnait. Et franchement, j'entendais ses pensées, tu vois. Il disait rien, mais je l'entendais ronchonner. Elle aime pas un truc, elle envoie des ondes de ah, ça m'énerve. Après, faut dire que en plus, le cinéma à Paris, région parisienne, les gens sont hyper respectueux. C'est silence radio dans la salle. Ah ouais, à nous pas Ils du ne tout. même pas cracher sur le film. Sauf à l'époque quand ils sortaient les Star Wars, la prélogie, les gens étaient un peu foufous dans la salle. Voilà, Seigneur Zano aussi, les gens étaient un peu foufous, mais sinon, généralement, c'est silence radio. C'est pour ça que j'étais trop choquée quand j'étais en Angleterre et que les gens ils parlent devant les films, ils mangent. C'est comme dans leur salon, quoi. Bah, aux États-Unis, ça dépend parce que le prix des places, en tout cas à New York, est très cher, donc les gens parlent pas trop non plus. Mais ils mangent. Le pire avec Faye, je crois, c'est quand on est allé voir Under the Silver Lake, parce qu'elle était pas au courant que c'était. J'ai plus le nom du réal, mais le réal de It Follows. Et je lui ai dit juste avant que le film commence, il a détesté It Follows. Et je fais, au fait, c'est le réal de It Follows. Elle m'a regardé en disant, non, et tout le film était là. Parce que ce mec, il fait une branlette intellectuelle, quoi. En quoi En vrai, le truc des autres gens, c'est faire un film. Mais en vrai, surtout, t'as une scène qui est vachement anti-féministe. Vraiment, mes yeux ont quitté leurs orbites, hein, franchement. Bah après, moi j'ai bien aimé ce film, mais le côté, moi je l'ai mis tout ce côté sexiste sur le fait qu'il parle du cinéma américain et le cinéma américain est quand même globalement sexiste quand même. Ne nous voilons pas la face. Moi, je sais pas si c'était le réel qu'il était ou le sujet dont il parlait qu'il était. Moi, je pensais qu'il faisait référence à les critiques qu'il avait sur son film It Follows, en fait, qui était accusé de sexisme. Ah. Je sais pas. Ah ben, il y a énormément de références à Hitchcock hein, dans Under the Silver Lake. Hein. Oui. Ça soit même dans la musique, ça soit vachement. À ce niveau-là, c'est plus la référence. Excuse-moi déjà, It Follow. Oui, c'est de l'écoupie-coller Carpenter. Ah bah. Voilà. Copier-coller non plus. Non, il y a quand même des idées originales quand même. Oh, super. Genre donner vie à une maladie vénérienne. Je suis désolée, pas beaucoup qui l'ont fait. Hein. En effet. Et je trouve que c'est le genre de film d'horreur où les personnages sont très malins. Ça m'a saoulé. En plus, ils ont pété les gens que j'avais envie de les frapper. On peut faire ta recommandation, tu seras un peu plus peut-être positive. Oui, je vais parler d'amour. Écoute, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai lu un manga, ça fait un petit coup de cœur. Et comme on a besoin d'amour, des bisous, des câlins tous les jours, parce que voilà, on est dans un monde de merde, je vous le partage. Ça s'appelle... C'est les bisounours. Non, ça s'appelle You Rock Me. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui fait des études de design. Et en fait, elle est tout le temps très classique, très scolaire. Son prof lui dit, ouais, c'est sympa ce que tu fais, mais ça manque de quelque chose. Donc, elle s'emmerde un peu dans sa vie. Et en fait, un jour, elle travaille dans un resto et elle entend des jeunes qui font du bruit. Elle dit, oh, Dieu, des jeunes qui font du bruit. Et là, boum, elle tombe sur un mec qui, lui, fait des études de peinture et il a un groupe de musique.
Et il se passe un truc entre les deux. Le mec, il commence à être fasciné par elle. Elle est un peu craintive, mais en même temps, je se sens attirée par lui. Et en fait, de leur discussion, le gars, il va commencer en fait à la pousser à s'ouvrir, à écouter ses émotions, à écouter l'art, quoi. C'est un peu comme le perso dans Dirty Dancing, quoi. Tu vois, magnifique. Non, il a un peu ce côté-là, et il y a une espèce de fascination entre les deux, mais c'est pas du tout creepy, quoi. C'est vraiment genre l'amour qui vous prend comme ça, bang, et vous pouvez pas faire autrement que de penser à cette personne, d'être attiré par cette personne et voilà, et on suit leur histoire et je trouve ça super cool. Je les trouve trop mimi. Là, pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis et j'ai lu les 3 tomes et je me suis régalée. C'est une histoire sympa et je pense que quelque part, on a besoin de ça, de montrer, voilà, que l'amour, ça arrive comme ça et que c'est important, que ça peut nous faire du bien, que ça peut nous pousser à être plus créatifs, à nous ouvrir, à sortir de notre sorte de travail. Puis c'est chouette, je sais pas, d'avoir une personne comme ça où tu la vois pas, tu la sens et t'es déjà tout content, quoi, parce que je sais pas, c'est limite animal, je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est trop mignon, voilà. Écoutez, c'est le seul truc que j'ai lu qui m'a bien plu en ce moment. Ok. Voilà. J'ai pas fait de tunnel, tu vois. C'est bien. Et ben moi j'ai dit que j'avais pas trop quoi, j'en ai fait une autre. Non. Si, mais c'est mon émission, je fais ce que je veux. Non. Si. Non. Moi j'ai lu bon, je pense qu'ils ont pas besoin de ma pub, mais parce qu'ils ont fait de la pub partout. Le nouveau truc du Shonen Jump qui est en train d'exploser un peu partout et qui sort chez Kiun, qui s'appelle Ichi the Witch, que moi j'ai trouvé vraiment cool. Déjà moi je trouve ça sympa parce que c'est 2 mangaka féminines, donc c'est cool d'avoir des autrices mis en avant par le Shonen Jump et mis en avant par Kiun. Je trouve que le principe de base de Ichi the Witch est plutôt sympathique. On est dans un monde où y a des sorcières. C'est les sorcières qui défendent un peu un espèce de monde fantasy. Et pour avoir des pouvoirs, en fait, il y a des créatures qu'on appelle les magic, qui, en fait, t'as le magic de la glace, et il va te dire, si tu veux mon pouvoir, il faut que tu restes collé à moi pendant 2 heures. Voilà. Et en fait, pour obtenir le pouvoir de la créature, à chaque fois, il y a une espèce de condition un peu bizarre. Et il y en a un spécifique qui va arriver, qui est très très fort. T'as la plus grande sorcière et la plus badass sorcière qui veut le battre. Elle lui dit, lui il lui dit, non, tu vas pas pouvoir me battre parce que pour me battre, il faut que ce soit pas une femme qui me tue. Et là, à ce moment-là, va arriver l'espèce de fou du bus de la forêt qui lui est en délire, ouais, je suis un chasseur et tout, qui va donner un coup de couteau dans le magic, donc qui c'est le roi, je sais plus comment, et va obtenir des pouvoirs de sorcière et va devenir, parce que en fait ils savent pas trop dans ce monde, il y avait jamais eu de mec sorcier, donc ça devient une sorcière et va se lancer un peu cette petite aventure. Et franchement c'est pas trop mal, c'est plutôt bien dessiné. L'histoire se lance bien, les persos secondaires sont sympathiques et il y a des persos féminins cool qui sont bien mis en avant, donc ça fait plaisir. Voilà. Et si vous avez bien aimé l'atelier des sorciers, que vous avez bien aimé surtout pour le dessin, parce que moi je suis pas trop fan j'aime bien le dessin de l'atelier des sorciers, mais je suis pas trop fan de l'histoire. Je vais pas m'étendre, mais il y a Kingdom of Quartz qui est sorti le mois dernier, qui est fait par un dessinateur australien, un peu bizarre, mais qui vit au Japon, qui a vraiment une vibes l'atelier des sorciers, un peu le même style de dessin avec des longs traits très effilés, et c'est une histoire de monde avec des anges, où ils ont tous des ailes. Et il y a, l'histoire est cool. Je vais pas vous me lancer. Fait, on a déjà marre. Non mais. Bref, voilà. Bon, lisez-le. Faut que je le passe à Cécile. Je pense. Je sais pas si ça l'intéresserait, mais le manga est cool. Voilà. C'est un petit manga. Voilà. Ok. On va passer au titre de la semaine. Ça s'appelle Les évadés d'Alcatraz de Tyler Crook et de Christopher Cantwell, et je n'ai pas fait mon travail, donc je ne sais pas du tout ce qu'ont fait ces deux. Je sais qu'on avait déjà fait
je sais plus si c'est Cantwell ou Crook qu'on avait fait dans l'émission. Je vais regarder Cantwell déjà. Puisque je crois que... Cantwell, je le connais pour Halt and Catch Fire. Oui, c'est vrai, Cantwell. C'est pas ça Il qu'on a était vu. scénariste. Non, mais c'est une C'était la série télé. C'est une Il série en a pas télé, fait un comics qui avait le même nom que la série télé. Non, il avait fait... Et la série télé, elle était bien. Ouais, la série, elle est cool. Ouais, la bien. série. Contrairement. Contrairement à... Non, quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en BD. Il a fait de la BD aussi. Mais Halt and Catch Fire, Il y avait Lee Pace. il y avait Lee Pace et ses superbes sourcils. Mais magnifiquement bien taillé. Je tiens à rendre hommage à l'équipe esthétique. Il a fait il a fait du Star Wars apparemment, il a fait du Obi-Wan. Ah ouais. Quel titre il a fait? Obi-Wan, C'est l'adaptation du roman? je ne sais pas. Ah. Je cherche. Il fait du Dr Fatalis. C'est marrant, je trouve pas. World of Frames, je n'ai pas lu. Bon, il a fait un... King of Black. Ah, c'est peut-être King of Black qu'on avait fait. Non, je ne Non. sais plus. Briard. Oh, c'est pas grave. Ouais, je vois Il a pas. fait plein de choses, quoi. Bon, finalement, il a fait pas mal de trucs en comics, Cantwell. Mais même il a pas fait que Halt and Catch Fire. Bah, moi, je le connais plus pour ça, personnellement. Ouais. J'ai même pas fait le rapprochement. Il a fait Le Fugitif et l'Enfant, apparemment, en 2019. Mais attends, j'arrive pas à trouver son... Donc il aime bien les histoires de fugitifs. Il aime bien les histoires de fugitifs, apparemment. Est-ce qu'il a travaillé sur Criminel. Parce que Je pense pas qu'il ait travaillé. ça sur serait Prison logique, Break. tu vois. Attends, il a pas un wiki, ce monsieur? Bon, c'est pas grave. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, on va faire les choses bien quand même. Il a bossé sur Buffy apparemment, parce qu'il il est dans Buffyverse. Je sais pas pourquoi. Sur les comics. Il était reporter pour Vice News apparemment. Putain, mais je trouve pas. Bah, c'est qui? C'est quoi ce wiki avec plein de trucs bizarres? Bah, clique pas dessus. Ouais. Ah, il y a le wiki anglais. Voilà. Halt and Catch Fire. Ah, il a bossé sur la série Paper Girls. Ouais, bon, la série Paper Girls. Il est exécutif producteur. Tac. The Terror. Ah, il a bossé sur The Terror. Ah, pourtant, ça Ah, c'est celui qui a fait The Devil in the Silver D'accord. en 2024. C'est laquelle, celle-là? Le Devil et le Silver. Ouais. Je sais pas, il y a eu une nouvelle saison de The Terror. Moi, j'en ai vu que 2. Je pensais que c'était annulé. Ah, bah non, c'est celle sur. Si, bah, c'est celle sur. C'est celle dans le camp avec les Japonais ou la. Non, c'est la saison 1, apparemment. D'accord. Ouais. Elle est vraiment cool. Si vous l'avez pas vue. Ah non, Le Diable en argent. 3e saison, on suit Pas si- Pepper, une femme internée dans un hôpital J'ai pas vu psychiatrique où doit faire face à des médecins hostiles et au surnaturel. Et apparemment, c'est celle-là qui l'a fait. D'accord. lui. Bah, je savais même pas qu'il y avait une saison 3. Moi non plus. Je savais La pas qu'il y avait saison une 2, elle trois. était vachement bien aussi. Tac. Mais ta mère, pourquoi tu me... Les gros mots, Pardon. James. Et après, non, ouais, je vois pas trop de... Ah si, c'était Everything. Qu'on avait fait que le truc qui était dû... qui était publié par une maison d'édition dont on ne citera pas le nom. Bon, Qui sinon- disait que c'était que ça ressemblait à Twin Peaks et ça n'avait aucun lien avec Twin Peaks. Et c'était pas terrible. Et Tyler Crook, j'ai regardé ce qu'il a fait. Quand je regarde, est-ce que tu peux pitcher Faye, s'il te plaît? Moi? Oui. D'accord. Bah, en gros, on suit. Donc, je vais y arriver. Attendez, je me concentre. En gros, voilà, le comics prend le postulat de base de se concentrer sur les trois évadés d'Alcatraz-1. Donc ceux qui ont été célèbres, il y a eu un bouquin sur eux, il y a eu le film de Don Siegel avec Clint Eastwood qui racontait leur histoire. Et en gros, c'est un mystère parce qu'ils ont réussi à s'évader de cette prison qui était jugée impossible de s'évader. Et en fait, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors, on pense que peut-être ils sont morts noyés ou mangés par un requin ou quoi, on sait pas. Mais lui, l'auteur, prend le postulat de base que parmi les 3 qui se sont échappés, il y en a 2 qui ont survécu
et en gros on va suivre leur cavale. Ok. Ça te va? Oui, c'est pas mal. Donc Tyler Crook, il a fait du Black Hammer, il a fait Arrow County, il a fait du BPRD, mais il a fait des trucs pas mal hein, pour le coup. Et les dessins, je sais pas si Cécile t'as envie de parler des dessins un peu. On commence par l'aspect graphique. Et après si tu as coupé ton micro, on ne t'entend pas. Hop là, pardon. Oui, tout de suite pas graphique, très bien. Oui, bah c'est un style aquarelle qui est super. D'ailleurs, c'est la première BD que je lis de Tyler Crook. C'est vraiment de très belles aquarelles avec des couleurs fortes et aussi un bon usage des contrastes dans la mise en scène, je trouve. Il y a, pour l'aquarelle, je trouve qu'il y a des rendus impressionnants, surtout dans les scènes de nuit. Et à la limite, je pense que c'est le plus fort de ce comics parce que en dehors de ça, je trouvais que, par exemple, le découpage était un peu comme la narration très très classique, enfin efficace, mais ça aurait pu être plus ambitieux, je trouve. Et t'as pas trouvé que le découpage, ça faisait vraiment très storyboard, tu vois, de préparation pour tourner le film? Oui, ça m'a rappelé. Zut, c'est pareil, c'est un comics par un storyboarder de chez Pixar. Ouais. C'est sur un duo de femmes qui s'appelle, je crois, c'est Marie et Isabelle, qui pareil font un peu une aventure en cavale. C'est très semblable mais c'est vrai que le découpage est similaire. C'est vrai que ça fait très storyboard et ça joue aussi un rythme super vite. Donc là, c'est ce que je pourrais aussi critiquer sur à la fois le dessin mais aussi la narration générale, c'est que c'est un comics qui se lit super vite. Oui. Mais en même temps, c'est un peu raccord avec le rythme de ce qu'on raconte. Moi, niveau dessin, je les ai pas trouvés ouf les dessins. C'est marrant parce qu'ils font des refs à des trucs de BPRD, Arrow County, enfin des trucs que j'avais trouvé plutôt jolis. Et là, j'ai pas trouvé ça. Moi, c'est vraiment que les couleurs que j'ai. Ouais, les couleurs sont pas mal. Oui, je pense que c'est lui qui fait les couleurs hein, pour le coup. Oh, mais c'est moi, t'as raison sur les couleurs. Ce que j'ai trouvé vraiment réussi, vas-y, Adam. c'est justement, tu parlais d'aquarelle. Je trouve que le choix de l'aquarelle pour quelque chose où les personnages sont dans l'eau dès le début et l'élément aquatique revient régulièrement et ouvre et clôt le comics et du coup ça dégouline littéralement et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a de la matière, il y a du volume, il y a du travail comme tu disais sur les contrastes et après t'as aussi un choix de couleurs qui donne un côté un peu récit passé qui te rappelle sans cesse l'époque où se déroulent les faits. Ouais. En plus du scénario, évidemment. Oui. Après, question histoire, c'est vrai que Faye m'a dit ah ouais, on dirait Prison Break, enfin la saison 2 de Prison Break. Et c'est vrai que on a un peu ce qui était sympa avec le début de Prison Break et qui peut devenir lassant au bout d'un moment, c'est que on arrive avec un postulat de base, il y a une problématique. Ils doivent résoudre la problématique. Ils résolvent la problématique et derrière va arriver une nouvelle problématique parce que en résolvant cette problématique va arriver un nouveau problème et ça va s'enchaîner et ça va s'enchaîner et ça va s'enchaîner et ça va s'enchaîner. Ce qui avec Prison Break moi m'avait complètement lassé au bout d'un moment. C'est pas ça. Pourquoi j'ai comparé à Prison Break? C'est parce que Prison Break, le titre c'est Prison Break. Une fois qu'ils ont Prison Break la prison, on s'en fout. Enfin, moi, j'ai trouvé, enfin, la saison 2, elle a zéro intérêt. Enfin, moi, j'ai vraiment décroché. Oui, c'est pas le... à la 3. Mais là, c'est pareil. Parce que déjà, en plus, le postulat de base, c'est qu'il y a un mystère autour. On ne sait pas, en fait, s'ils sont sortis ou pas. Lui, il choisit de dire qu'ils sont sortis. Ok. Mais le problème, c'est que l'histoire en elle-même, à part me dire, ah, ça y est, le mec, il s'est dit, oh, je suis trop deep, regarde, on sort d'une prison pour aller dans une autre, on est tous enfermés. Wouh! Bah non, j'ai l'impression que ça racontait rien et qu'il faisait rien des personnages. Ah, je suis pas d'accord. Moi, ah ouais, bah écoute, j'écouterai ton avis avec plaisir. Mais ouais, j'ai pas du tout accroché. Enfin, j'étais plus intéressée par l'aspect genre, vas-y, sors de prison. Tu vois, le film justement, L'évadé d'Alcatraz est très très bien. Moi, je le recommande à nos auditeurs. C'est un classique qu'il faut découvrir. Mais là, franchement, j'avais zéro intérêt.
dans les personnages. À la rigueur, tu vois, j'aurais préféré qu'ils fassent genre des enquêteurs qui essaient de retrouver, de savoir s'ils sont vivants ou pas, d'avoir le côté. Bon, après, t'as quand même des enquêteurs dedans. Oui, ils sont. Ouais. Mais même leur histoire à eux, elle est nulle. Enfin, je vais pas dire nulle, mais je veux dire que j'ai pas aimé. Voilà, j'ai trouvé. Elle est dure. Ouais. Ah non, mais en plus, je suis fatiguée aujourd'hui, donc ça m'a encore plus fatiguée. Non, voilà, enfin, j'ai pas du tout adhéré. Je trouve que c'est plein de maladresse, que les persos, pour moi, sont vraiment pas assez développés. On a besoin d'avoir de l'empathie avec eux, quand même, un peu pour les suivre. Et en fait, à aucun moment, j'en ai eu. Ils m'ont fatiguée. Il y a plein de fois, je te limite, moi, je vais les dénoncer, quoi. Je vais appeler le numéro et leur dire, En fait, à tel endroit, quoi. Enfin, tu t'accroches pas à eux. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Qui, moi? Oui. J'ai pas entendu ce que Ça y est, homophobe, mais je disais ça, c'est pour la blague. Ah non, c'est pas ça qui m'a gêné, c'est juste que. Non, t'inquiète, justement, j'extrapolais. Ouais. Mais enfin, en fait, les deux enquêteurs, j'en ai eu. Enfin, je suis comme fait, j'ai pas réussi à me. Non, mais ils sont ensemble, mais c'est ultra cliché. Enfin, même un webtoon, les histoires d'amour Buzz Love dans les webtoons, elles sont plus développées, quoi. Mais et j'en ai eu avec un. Et moi, mon problème, et un mec. j'ai pas pu, parce qu'en fait, on va s'intéresser à deux des évadés plus particulièrement, et je les ai pas trouvés. J'ai oublié son nom. Et une meuf, ouais. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que dans tous les trucs parce qu'avec Faye, on a regardé un peu des trucs autour de la vraie histoire, puisque Franklin Morris et les deux frères sont vraiment évadés et on ne sait vraiment pas ce qui leur est arrivé. Et Franklin Morris est connu et avait été testé par rapport à des tests de prison pour avoir un QI énorme et apparemment 133, donc a priori tout le plan de l'évasion vient de lui. Ouais. Et dans le comics, il change le truc en disant que on lui a donné le plan et d'ailleurs le plan on le comprend pas trop. J'ai rien compris. Puisqu'ils partent pour devenir des esclaves ailleurs, enfin c'est assez brouillon, et j'ai trouvé les deux personnages vraiment détestables. On a le mec brutal et celui un peu lâche, et à aucun moment j'ai réussi à avoir un peu d'empathie. Si même là ils te mettent ce perso féminin, pareil, elle a l'air d'avoir une histoire qui est intéressante, mais je trouve qu'elle est la développe pas. Voilà, elle est pas assez développée, et puis même les interactions avec les mecs, c'est pas fou. J'étais un peu déçue. Je me suis dit, ok, ils veulent partir sur ce postulat-là, ils vont peut-être nous faire un truc style Les Évadés, comme le film célèbre tiré de la de Franck Darabont, ouais. Ouais, voilà. Je me suis dit, ils vont peut-être faire un truc touchant ou faire un truc machin. Ah, putain, il m'avait énervé ce film. C'est pas mon préféré, mais je me dis, il va peut-être essayer de partir là-dessus, vu que tout le monde se pignole dessus aussi. Mais t'aimes pas Franck Darabont, non? Non, j'aime bien The Mist, pareil. C'est lui qui a fait The Mist. Ouais, pareil. Ouais, j'aime bien The Mist et Les Évadés, mais alors rien à carrer. J'ai pas vu Les Évadés. Ils sont évadés, voilà. C'est très bien. Mais non, mais là, je sais pas, enfin. Après, c'est pas non, mais je vais te dire, même Prison Break, j'ai même pas retenu leur prénom. Il y a un mec, je crois qu'il s'appelle Sucre. Il y en a un, je crois qu'il a qu'une main. Ouais, moi, c'est vieux. Voilà. Il y a un gars, il a un plan sur le dos, voilà. Ouais. Ça a mal vieilli, je pense. C'était le petit teigneux, je l'appelais, je crois. Mais ouais. Wayne Force Miller. L'acteur. Non, ça c'est l'acteur, mais le personnage. Le personnage, je sais. C'est peut-être Dédé. Non, je sais plus. Avec Dominique Purcell. Vraiment le pire acteur du monde. Drake. Ah oui, j'adore Blade 3. Oui, c'est voilà, Blade 3. J'ai pas honte de le dire. Sophie, moi ça m'intéresse qu'elle avait un point de Sophie, ouais. Alors moi j'ai adoré. Déjà comme tu disais Cécile, il y a un rythme qui est prenant, ça se lit vite. Peut-être qu'on pourrait prendre un peu plus de temps, mais en fait je pense que c'est un comic qui te montre de l'action et toute la partie réflexion c'est à toi de la faire un peu. Donc je pense que en fait j'ai l'impression que plus j'y réfléchis, plus je fais putain, il y a des niveaux de lecture qui sont impressionnants, mais faut avoir un peu des connaissances sur le colonialisme, sur le fonctionnement en fait. Par exemple, moi j'ai l'impression que ça parle beaucoup de l'esclavage justement, parce que donc ils s'évadent, comme par exemple la fin de l'esclavage. On dit la fin de l'esclavage. Sauf que pour la petite histoire, pour ceux qui le savent pas, quand on a dit c'est la fin de l'esclavage, on se dit bon bah c'est bon quoi.
Et si vous regardez le film Sinner, vous voyez bien que c'est pas bon. En fait, c'est-à-dire que les plantations, pour continuer à avoir de la main-d'œuvre pas chère, ils vont proposer aux anciens esclaves de les réembaucher, de continuer à les embaucher en les payant. Mais ils les payent avec un peu de la monnaie de singe ou des billets de Monopoly, en gros des billets qui ne marchent que dans des boutiques qui ont les plantations. Donc c'est un système qui est fermé où c'est les patrons qui décident des prix et du coup et qui contraignent en fait les anciens esclaves à rester sous leur coupe. Et moi j'ai l'impression que tout le comics parlait de ça en fait. Les mineurs et tout, ils avaient des fois des trucs comme ça où on leur donnait genre très peu de monnaie et le reste on leur filait dans des bons d'achat qui marchaient avec des boutiques avec qui ils étaient partenaires, mais en fait c'était de la grosse arnaque et ils pouvaient pratiquement rien acheter quoi. Ouais. Et du coup moi j'ai l'impression que le comics parle de ça en fait parce que le plan en gros, c'est il s'évade et la personne qui, on sait pas trop qui c'est d'ailleurs, mais je crois qu'on s'en fout un peu, c'est le système quoi. Un mec riche leur propose de s'évader, mais en échange ils vont devoir travailler dans sa ferme. Moi, je suis sûre qu'ils vont s'occuper de plants de pavots, je sais pas quoi, hein, voilà. Et en gros, ils réalisent que ils sont enfermés et plus généralement, ils sont enfermés dans cette vie de criminel et toujours ramenés à ça en fait. C'est-à-dire que quoi qu'ils fassent comme choix, ils vont devoir faire des mauvais choix et ça va se répercuter sur eux. Et James, tu parlais de prendre des décisions et en payer les conséquences et ça amène une autre truc, ça c'est un mécanique d'écriture de scénarios hollywoodiens. La plupart des livres sur les scénarios hollywoodiens disent d'écrire comme ça en fait, donc c'est pas étonnant que tu retrouves à Hollywood. Mais aussi je trouve que ça marche bien quand c'est un récit avec des personnages qui prennent des mauvaises décisions. Parce que dans ce cas-là, effectivement, l'intrigue ne tourne que sur leurs mauvaises décisions et ce n'est qu'une chute sans fin. C'est un cercle vicieux où, en fait, ils ne peuvent que aller de mal en pis. Mais en fait, finalement, je trouve que ces deux personnages, ils sont pas forcément sympathiques, à part le simplet qui, quand même, moi, je l'ai trouvé sympathique et j'ai eu l'empathie pour lui parce que le mec il subit tout quoi, c'est-à-dire que c'est son frère qui l'a embarqué parce qu'il voulait pas le laisser dans la prison. Ensuite il se retrouve à devoir un peu il essaye de faire des trucs, il fait des petites conneries de ce là, mais c'est pas le pire de tous. Et bien sûr la meuf qui les accompagne. Mais du coup j'ai l'impression qu'aussi le comics finalement parle de la société américaine et le personnage féminin aussi est hyper important puisque c'est un personnage qui est noir mais qui se met du fond de teint blanc pour se faire passer pour une blanche. Et d'ailleurs, la première scène où on la voit, moi j'ai pas tout de suite compris en fait qu'elle était. Ouais, moi aussi, la colo, pour le coup, on voit pas du tout qu'elle est black. Hein. Mais justement, je trouve que c'est. Latine au début. En fait, c'est ça le truc, c'est que les gens qui sont dans la même situation qu'elle, qui comprennent qu'elle se peint en fait et qu'elle se maquille. Et c'est ça que je trouve hyper malin quoi, c'est-à-dire que toi tu dis pas elle est blanche comme tous les blancs qu'elle croise. Et en fait, les seuls qui la reconnaissent, c'est des gens qui sont eux aussi soumis à un système injuste et qui ne font que subir le système en fait. Et non, franchement, j'ai trouvé que le comic c'était hyper malin, mais t'as pas forcément le temps de réfléchir et voilà, ça demande un peu une part de réflexion en plus à côté. Moi, j'ai beaucoup aimé le couple d'enquêteurs. Voilà. C'est-à-dire que je pense que être gay à cette époque-là aux États-Unis, c'était pas évident et voilà, je pense que vraiment, surtout quand t'es flic quoi, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Si t'es flic ou militaire aux États-Unis, je rappelle que Trump a fait enlever toutes les photos des personnes gays et des femmes des sites internet de l'armée et je pense qu'il a fait pareil pour la police. Donc je pense que ça pue du cul actuellement. Je crois oui qu'il a fait pareil. Voilà, je rappelle aussi que le fondateur du FBI était gay et l'a caché toute sa vie. Donc voilà, je pense qu'il y a une référence à ça d'ailleurs. Un des personnages s'appelle Bob et c'était un des surnoms dans Edgar, non? On n'est pas. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est une référence, il lui ressemble un peu physiquement. Mon seul problème, moi, que j'ai eu, c'est que le Bob en question et le petit jeune des évadés, les deux se ressemblent physiquement à certains moments, je les confondais. Oui. Moi, je confondais les blonds en général dans cette. Oui, c'est vrai que les blonds se ressemblent un peu. mais moi, c'est enfin tous les points que tu dis, je les entends, mais en fait, moi, je les ai pas aimés parce que je trouvais que ça faisait tellement cliché dans l'écriture. J'ai l'impression d'avoir vu ça 10 000 fois dans plein d'œuvres qui met en avant le champ des évadés et j'avais envie d'avoir un peu autre chose et les flics, tu vois, moi je veux bien qu'ils soient ensemble, il y a pas de souci et tout, mais
essayez de les rendre intéressants, rendez leur histoire amour mignonne, ne faites pas des espèces de gros clichés, quoi. Je crois que le pire, c'est une scène où ils sont en voiture, ils sont en mode, oh, je t'aime, machin. On dirait un clip de musique, quoi, genre, comment s'appelle la chanson, là, de ceux qui avaient fait la musique vois pas la pour tête de Roméo et Cécile, Juliette. Non, mais c'est ringard, quoi, mais peu importe qui... Mais c'est mignon, au contraire, parce qu'il ne se touche que au niveau, si tu conduis une voiture régulièrement, tu sais que c'est un endroit où les personnes en face ne peuvent pas te voir. Et à l'époque, ça avait des voitures qui étaient avec des grandes vitres, tu voyais tout. Et franchement, je pense que cette scène de voiture, c'est la métaphore de leur vie, en fait. Je vois tellement de webtoon clichés, Elle lit drama trop de boys clichés, love. que du coup, Elle est trop maintenant, il y en a, j'en peux plus. à la représentation. Moi, j'étais là, queer. mais il faut qu'il tombe et qu'il le rattrape, tu vois, ouf, comme ça. Mais t'es Là, trop ça aurait habitué été à la représentation queer et du coup c'est pas habituel de le voir dans des comics. Franchement, dans un comics. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est juste que je trouvais que c'est des trucs, tu vois, mais c'est même pas le fait que ça soit queer. Je veux dire, ça aurait pu être un mec et une femme ou je sais pas, deux femmes. Genre ça peut être n'importe qui. Je t'aurais fait la même réflexion parce que j'ai trouvé que c'était mal écrit et j'ai trouvé même qu'il est débilisé des fois et c'est débile alors que c'est juste deux personnes qui sont amoureuses qui galèrent dans leur couple parce qu'ils peuvent pas Je trouve pas que c'est débilisé parce que je sais pas, je trouve dans le dessin moi ça m'a énervé en fait. Ouais, non, franchement, moi je trouve que t'as peu de, comme on dit, ça va vite, donc t'as peu de clichés comme tu dis, puisque finalement ça va vite, on t'expose la situation, mais de manière assez sommaire au final, et c'est à toi de raccorder entre les cases au final et à tirer le fil à partir de là. Ouais. Alors bon, après moi j'avoue que j'ai pas vu. On est con. Oui, bon, J'ai pas vu les films sur. J'ai pas vu le film sur les évadés d'Alcatraz. Moi j'ai vu Rock, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Faire voir Rock parce que déjà il y a. Tu devais pas faire ça comme recours. Ah oui, tiens, c'est Marocco. Regardez Rock parce que Nicolas Cage, il y a. Moi je recommande de regarder Rock mais sans le son et faites le son vous-même. C'était la meilleure soirée que j'ai passée de ma vie à refaire le son avec des potes. Voilà. Mais j'adore. Moi faire les doublages. Quand il y a Sean Connery qui regarde Darius qui dit moi je pense que vous êtes un sale con. Elle est trop bien cette réplique. Franchement ça vaut toute la BD. Non mais voilà, non mais tu m'aurais fait la même scène avec Sean Connery dans la voiture. Déjà il y avait un peu plus de classe, tu vois. T'aurais vu Nicolas Cage dans quel rôle dans la BD? Dans la BD? Oh, dans le rôle de la fille. Non, je sais pas, mais dans tous les rôles. Mais Nico, est-ce que je peux tout faire? C'est comme ça. Ouais. Et puis, tu vois, j'avais bien aimé la série Alcatraz qui a été vite annulée, qui était produite par DJ il y avait Sam Neill dedans. Elle était bien. Il y avait une sorte de voyage dans le temps et tout, c'était sympa. Et ils m'ont tout coupé tout avant la fin, c'est dégueulasse. Il y a une vraie fin ou pas? Je sais pas. Non, ils ont annulé comme du caca. Ouais. C'est un scandale. Cécile, il a pas donné son avis sur l'histoire. Dis-moi si. Moi, je vais me placer un peu entre Faye et Eden, et Sophie, pardon. Moi déjà, j'ai bien aimé. Parce que déjà, c'est un type de récit que j'adore. C'est de l'historique qui est spéculatif. On s'inscrit dans la réalité pour y ajouter de l'imagination. Et c'est pour ça aussi que j'adore la guerre froide en fiction. Et en plus, c'est une histoire de cavale, et du coup, c'est le genre de récit d'action que j'aime beaucoup, parce qu'à la fois, il y a un rythme haletant, et aussi, il y a des retournements de situation qui peuvent être imprévisibles. Ouais. Donc, on a ces deux trucs que j'adore, et je trouve que ce comic s'exploite bien, surtout parce que je suis le meilleur client pour ça. Et du coup, il y a une narration que je trouve classique, mais quand même bien efficace, donc du coup, point de vue des évadés versus point de vue du FBI qui les suit. Du point de vue des évadés, du coup, ça me rappelait parfois des souris et des hommes, pour la différence de personnalité entre Frank et Clarence. Et pour les agents FBI, ça m'a rappelé Brokeback Mountain, bien sûr. Surtout une scène en particulier. Ah oui, quand ils font. Qui fait un peu la série de Netflix, les deux enquêteurs, où t'as Macron et l'autre gars. Le détective? Ah non, Mindhunter. Ouais, oui, il a les mêmes cheveux. Oui, parce que moi je les ship dans Mindhunter et je me dis putain, j'étais trop contente. Voilà. Mais pour moi, je pense que la seule partie de l'histoire qui pêche, c'est justement la partie FBI. Parce que pour moi, il y a un tel cadrage sur la relation entre ces deux agents qu'en fait, des fois, j'oubliais la trame principale. Oui. Et aussi, je ne les considérais plus vraiment comme une menace pour ces évadés qui essayent de s'en sortir. Donc c'est une relation qui a ces deux personnages qui ont un rôle marquant vers la fin de l'histoire,
mais ce sont quand même deux personnages qui sont indirectement liés à la cabale, mais dont les enjeux n'ont pas vraiment d'incidence sur ce que vivent les évadés. Donc c'est durant leur scène que j'oublie carrément qu'il y a deux gars sortis de l'Alcatraz qui sont en train de fuir, et qu'il y a un troisième personnage, je ne dis pas qui c'est, parce qu'il apparaît un peu en seconde partie, qui tue tout sur son passage et qui veut essayer de rattraper les autres. Donc vu qu'il y a une variété de tensions, moi je vais préférer ce qui est le plus dramatique, ce qui se passe avec les évadés, plutôt que ce qui se passe en intime avec les agents du FBI. Donc à la limite, si ce couple gay était dans une situation où un coming out forcé était sur le point d'arriver, en même temps qu'ils doivent gérer cette enquête d'Alcatraz, là il y aurait eu ce même niveau de tension qui fait que je m'attacherais autant à ces deux-là qu'aux évadés et la femme qui les accompagne. Ah, t'as raison. Mais t'as raison, je pense qu'il faut être... si on n'aime pas trop ce genre-là, en fait, on va pas rentrer... Enfin, moi, je vois, c'est pas un genre que j'aime bien. Et c'est peut-être pour ça que j'étais déjà gavé un peu en lisant, c'est possible. Hein. Moi, ça m'a fait penser à un autre comics. Attends, il avait peut-être pas fini. Vas-y. Moi, ce que j'aurais à dire d'autre, c'est que... je répète un peu, du coup, l'histoire est un peu trop courte, mais ça peut justifier avec le rythme. Et j'avais bien aimé le retournement de situation vers la fin. Voilà, je ne me suis pas attendu, et pourtant je trouvais que ça collait, et je pourrais imaginer que le mystère des évadés d'Alcatraz pourrait s'être fini comme ça. Ah. Il y a un petit côté... Est-ce que je dis c'est des spoilers pour la fin? Non, j'ai rien alors du coup. Non, d'accord, ça m'évoquait un film que j'adore. Sinon, dernier mot, en fait, ce genre de BD qui fait justement de l'historique spéculatif, ça me donne envie justement qu'il y ait une BD qui parle d'un autre mystère qui n'a pas été expliqué, c'est le Somerton Man. C'est un cadavre qui a été retrouvé sur une plage australienne. Ah mais c'était... Et en fait, il y a eu des pistes qui sont rajoutées, mais c'est toujours pas sûr. On n'a toujours pas identifié clairement le type. Je crois que ça a été trouvé, hein. Je pensais moi aussi, mais j'ai fait des recherches là après que j'ai fini Alcatraz, parce que ça m'avait rappelé ce Somerton Man. Et apparemment non, ils considèrent pas. Il y a des bonnes pistes qui sont rajoutées, mais c'est pas clair, c'est pas officiel. C'est vrai que je connaissais pas le Somerton Man, c'est super intéressant. Voilà, donc c'est un cadavre, et sur lui il avait un livre avec des messages codés. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et après, au fil des siècles, au fil des décennies, voilà. Et toutes ces étiquettes de tous ces vêtements, c'était une époque où il y avait beaucoup d'étiquettes, ont été enlevées aussi. Voilà. Un vrai mystère, voilà. C'est sûr, elle est intéressante. Ouais. Et il y a aussi un autre... c'est le mec de Collatéral, quoi, tu vois. Il y a un autre mystère, mais plus américain, qui est intéressant. J'ai plus le nom du mec, mais c'est un mec qui a braqué un avion. Oui. Qui a volé je sais plus combien de milliards de... Il y a eu un film, je crois, dessus. Oui, il y a eu plusieurs. Et d'ailleurs, dans Prison Break, il y a le personnage de... Ils ont pris le... Arrête de me dire de baisser, je clique pas. Tu cries, ça me résonne, James, j'arrive pas à donc, dans Prison Break, dans la saison 1, il y avait ce personnage qui était donc c'est quelqu'un qui a braqué un avion et qui a sauté en parachute pendant le vol avec des valises pleines de billets. Je sais plus combien de thunes il a volé, mais vraiment il a volé, et il y a plein de gens qui se sont dit après, c'est moi qui ai fait ce truc. On n'a jamais su vraiment qui était ce mec et qui avait fait ce braquage. Et c'est intéressant comme... Ils ont vraiment jamais retrouvé le... Non, ils ont jamais retrouvé l'argent non plus. Non. Connaissant cette histoire, moi je m'accroche à la théorie trans. Il y a une femme trans qui se vante d'avoir fait ça, et moi je lui dis ok, vas-y. D'accord. Pourquoi pas. Après, ça peut être comme Golden Gate Killer qu'on a retrouvé des années après, parce que grâce aux tests génétiques distractifs que les États-Unis, tu peux faire un test ADN. Alors en France, c'est interdit, mais aux États-Unis, tu peux le faire. Et en fait, ils avaient cette vieille affaire, et du coup, apparemment, quand t'es flic, de temps en temps, tu hérites de vieilles affaires, un peu comme nos cold cases, quoi. Et du coup, le mec a fait, on peut peut-être leur demander, parce qu'on a de l'ADN, juste tester, quoi. Et comparé à, et donc ils ont demandé à ces sites, ces sites, du coup, MyHeritage, genre de trucs, de comparer avec leur liste d'ADN. Et du coup, ils ont retrouvé ce mec-là grâce à son petit-fils qui avait fait un test ADN récréatif. Et du coup, et le mec, en fait, il était policier. Et c'est pour ça qu'on l'avait pas chopé à l'époque. Voilà. Comme quoi, la police tue, littéralement, effectivement. Il y a une série Netflix qui est tirée d'une vraie affaire. Je crois que c'est sur Netflix. C'est une série
danoise, enfin c'est une série scandinave où c'est un policier scandinave qui tombe sur une conférence d'un mec qui est fan Le true crime. pas de true crime mais de généalogie et qui lui pousse les gens à faire des tests généalogiques. Et c'est à l'époque où il y avait pas c'était pas démocratisé encore et l'Europe avait pas posé de trucs sur ça. Et du coup, il y a une série c'est un meurtre. Il y a un meurtre qui est un mec qui a tué 2 personnes et du coup ils font toute une remontée généalogique pour retrouver et des années plus tard, grâce à ça, ils ont retrouvé qui était le tueur de cette la série est vraiment sympa. Franchement, les séries scandinaves de thriller, elles sont pas mal. Donc, j'ai essayé de jeter un coup d'œil. Il y en a des cool. Moi, le comics m'a fait penser à un autre titre. Bon, c'est un titre pas à mettre entre toutes les mains, puisque c'est beaucoup plus violent et qu'il y a beaucoup plus de cul. Faye avait détesté pour le coup, parce qu'on l'a fait dans l'émission. Mais moi, j'avais adoré. J'adore cet auteur. C'est un titre de David Lafemme qui a fait toute une série de bouquins qui s'appelle Stray Bullets. Mais non, j'ai détesté, je confirme. Oui. Et la première histoire, parce que c'est plusieurs séries d'histoires. Tu devrais regarder, Cécile, je pense que les dessins pourraient peut-être te plaire. Après, je sais pas si t'aimes les trucs un peu gore, parce qu'il y a beaucoup de gore, beaucoup de cul. Non, ça m'appelle un peu de Charles Burns, ça m'intéresse. Ouais, bah oui, il y a un peu de Charles Burns, effectivement. Et la première histoire est un peu dans le même style, avec des gens qui partent en espèce de road trip pour essayer de fuir ce qu'ils viennent de faire. Et c'est assez intéressant et c'est beaucoup. Enfin, moi je trouve que c'est mieux écrit, c'est mieux dessiné et David Lafemme est un bon. Si vous aimez bien les trucs un peu plus avec plus de violence, plus de drogue, plus de sexe, allez-y. On avait fait Lodger aussi, qu'il avait écrit avec sa femme. Je crois que Sophie, elle était là quand on a fait Lodger, peut-être, je sais plus. Ça me dit rien. Ok, bon, c'était il y a un petit moment. Après, entre ce que je lis ici avec vous et tout ce que je lis en comité de lecture, je lis beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs. Des fois, ça se mélange. Ouais. Ben voilà, moi, enfin, jetez un coup d'œil au titre si vous aimez bien les trucs historiques et que vous aimez bien les histoires de gangsters. C'est bien les histoires de gens qui s'évadent. Ouais. Voilà. Après, soyons francs, l'évasion est à peine traitée. Hein. On est vraiment dans la cavale plutôt que l'évasion. Parce que si vous vous attendez à un titre d'évasion, et je pense que c'est aussi pour ça que t'étais déçu, Fait, parce que quand je t'entends parler, t'en parlais vachement, et James aussi, vous parlez vachement. En fait, ça du film. Pas la cavale, j'aime pas ça en fait. Ouais, vous parlez vachement de l'évasion, mais au final, l'évasion, on la voit pas. On voit l'après. Moi, ce que je disais, c'est que ça m'intéresse plus l'évasion que la cavale en fait. Et les films de cavale, en fait, ça m'ennuie. Moi, j'aime bien les films de cavale. J'aime pas ça. Mais il y a des gens comme ça, j'aime pas. Tu vois, les trucs de mafia, ça m'ennuie. Les gens qui sont en cavale, ça m'ennuie. Moi, j'avoue que j'aime bien les œuvres qui montrent que, et là, t'as ça dedans, que tuer, c'est pas évident, c'est pas facile, et ça t'apporte plus d'emmerde à la fin qu'au début. Et c'était un peu ce que disait Hitchcock, quoi. Et après, on retrouve aussi dans les épisodes de Barnaby, une série que j'aime beaucoup. Et là, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que les cadavres s'empilent au fur et à mesure des fois de décisions. Et tu sais que j'aime beaucoup Barnaby aussi. Mais vraiment, on était fait pour ça. Je supporte pas Barnaby. Mais c'est trop bien. Et j'ai l'épisode de Barnaby où il y a Orlando Bloom dans ma collection. Je l'ai vu récemment. Voilà. Est-ce que tu t'en vantes maintenant vu la carrière d'Orlando Bloom Je m'en fous. Non mais c'est simple, quand je regarde Seigneur des Anneaux, j'ai regardé tous les trucs, tout le casting, j'ai plein de films de tout le casting du Seigneur des Anneaux et je m'en fous. Mais tu sais qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui sont en mode j'avoue, j'avais un crush à l'époque sur Orlando Bloom et qui font des edits TikTok genre avec des petits cœurs. À l'époque du Seigneur des Anneaux, j'ai participé au site Orlando Bloom France. Au moment j'étais sur le forum, j'ai pas honte, voilà. Et t'as fait le site de Matthew Fox France aussi. Ça a duré 30 ans, je me suis fait pirater par les Russes. Alors, ouais, voilà. Quel héritage. Je m'ennuyais, écoute. Vous le saurez. C'était une époque où je sortais pas de chez moi, donc bon. T'avais acheté le nom de domaine ?
Non, j'avais fait ça sur Voilà à l'époque. Voilà, tu pouvais faire des sites. J'avais pas de thunes, j'avais pas non plus payé. C'était Wix de l'époque. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Tiens, c'est marrant. Mais ça m'a appris à faire des Oui, c'est vrai. J'ai pas fait de recos, mais je vais passer toute mon émission à faire des recos. J'ai vu une série de documentaires en deux épisodes sur Arte qui est intéressante. Faye a dit que je regardais des trucs de vieux, mais c'est sur les Français dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais non, mais parce que dans les séries ou dans plein de trucs, on dit souvent que les vieux ils regardent tout le temps les trucs sur la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'aime bien les trucs d'histoire. Donc Mon grand-père regardait ça quand j'étais petite, donc oui, je confirme, c'est un truc de. Mais c'est assez intéressant parce que ça montre comment, en fait, il y a toute une partie de la France qui, au moment, c'est au moment de la collaboration, est partie se battre avec les Allemands. Et il y avait toute une, en plus des collaborateurs, il y a des gens qui sont partis sur le front de l'Ouest et qui ont buté sur le de l'Est, excusez-moi plutôt, et qui ont participé à toutes les exactions. Mais les exactions de leur plein gré ou ils... de leur plein gré, mais totalement. Et là, en fait, c'est assez intéressant parce que ils sont remontés d'archives pas trop connues pour parler de. Ça fait des bruits. Oui, moi, Pardon, mais ça m'a fait mal. Vas-y. T'avais besoin de me couper pour ça? Oui, parce que je t'entendais pas. Ouais, ça me faisait mal. Donc ils sont repartis d'archives pour remonter un peu toutes ces pistes-là, et on a plein d'images de trucs qui en fait on se rend pas compte à quel point. Mais parce qu'on cache beaucoup de choses. En fait, quand tu vois les cours d'histoire qu'on avait à l'école, ils te font une espèce d'histoire idéalisée limite des résistants, des machins, et puis des choses. Hein. J'avoue que mon père, lui, il a lu des bouquins sur les exactions qui ont été faites après la guerre, du coup un peu punitives envers les collaborateurs, et notamment sur les femmes. Est-ce que c'est de la collaboration d'avoir couché avec un soldat allemand que peut-être t'as craqué, t'étais seul, le mec était mignon, peut-être qu'il était gentil, ils étaient pas tous des nazis au final. Enfin, les SS et les soldats, c'est pas la même chose, quoi. Et rappelons qu'il y a quand même eu des complots menés par les soldats allemands contre les nazis, hein, voilà. Qu'on raté, mais bon, ils ont quand même essayé, quand même, les gars, on peut quand même saluer fort. Et bref, ils ont tondu les femmes, ils ont un peu massacré les mecs, et en fait, pour arrêter ces exactions, parce qu'en fait, au final, au début, c'était vraiment contre des collaborateurs, et puis au bout d'un moment, ils traquaient n'importe qui avait été en lien avec les Allemands, et des fois c'était complètement faux. Enfin, les mecs, oui, il y en a qui en potentiellement pouvaient être même des résistants au final, tu vois. Mais ce qui est horrible, c'est qu'il y a des gens qui ont été violés, qu'on a rasé la tête, qu'on a persécuté et tout, alors que ce sont des victimes. Enfin, ce dont parle d'ailleurs à un moment donné la saison 2 d'Entretien avec un vampire. Voilà. Tout à fait. Mais du coup, pour arrêter ces exactions, en fait, c'est De Gaulle qui a décidé que on allait faire le grand pardon et décider qu'en gros tout le monde était un peu résistant, etc. et réécrire un peu l'histoire. Après, il y a aussi des gens qui étaient notamment dans les pays qui ont été envahis, donc tout ce qui était Belgique, Lorraine, Alsace, qui n'ont pas eu le choix d'aller sur le front de l'Est, et s'y refusaient, ils finissaient en camp ou en prison, quoi. Donc, mais là, il y a des trucs où, notamment, il y a tout un moment sur la fin de la guerre où les Allemands sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre, et ils commencent à tuer des parce que quand on pense à la Shoah, on pense beaucoup aux camps de concentration, mais il y a eu beaucoup d'exactions. Au Radour, moi j'ai de la famille du centre de France, je peux te dire que là-bas. Non, mais je veux dire, il y a genre de gens qui se sont fait fusiller et qui ont et puis les ghettos excuse-moi, tous les gens qui étaient en permission à Varsovie. Et tu peux pas le ghetto de Varsovie, il était en plein milieu de la ville. Tu peux pas te dire ah bah non, ça n'existe pas, je vois pas ces millions de gens en train de crever. Il raconte un truc de tout un groupe de juifs qui construit une route, et une fois qu'ils ont terminé la route, et qu'est-ce qu'ils vont faire des gens qui construisaient la route? Ils vont les buter. Et c'était sur un camp où il y avait plusieurs militaires. Il y avait un groupe de Géorgiens, un groupe d'Allemands et un groupe de Français. Et les Géorgiens ont dit bah non, nous on fait pas ça.
si vous voulez tuer des juifs, bah vous le faites, mais nous on fait pas ça. Et bah les Français, eux, ça leur posait pas de problème. Et il y en a plein qui ils se disaient oui, nous on va se battre contre les bolcheviks, mais en fait c'était vraiment de l'antisémitisme. Mais tu vois, si les gratuit, gens quoi. ils veulent voir quelque chose illustre bien ce dont tu parles en fiction, moi je peux que recommander de regarder Battlestar Galactica parce qu'il y a toutes ces thématiques qui sont là-dedans. Fait intelligent. Mais regardez la série de documentaires, donc c'est les francs, je sais plus comment ça s'appelle, c'est sur la chaîne YouTube d'Arte. Ouais. Il y a aussi un documentaire sur Renoir. Arrête avec les recos. En gros, regardez la chaîne YouTube de Arte et c'est tout. Voilà. Est-ce qu'on devrait passer une émission genre les recos de James et on Ouais, parler pendant 1 heure, 2 heures. Mais t'as un TikTok, fais ça sur TikTok. Bah oui. Là, j'ai vu un truc sur Vermeer. Je savais pas Ça y est, on connaissait si peu de trucs sur Vermeer et que en fait il a fait. très peu de tableaux alors, aussi. moi j'avoue que j'étais en Hollande et j'ai vu La jeune fille de Vermeer et c'est pas le meilleur tableau du musée. Voilà. Je suis désolée, mais voilà. La jeune fille à la perle. comme elle dénonce. C'est la jeune fille à la perle ou la jeune fille Non, c'est la jeune fille tout court. Elle a pas de perles aussi. Bah, après, elle a fait des variantes, hein, c'est toujours un peu la même. Oui, non, mais c'est pas le même tableau. Mais ce qui est intéressant, c'est que de dire, le mec a fait 38 tableaux. Les 38 tableaux sont soit pour les experts d'histoire des arts de cette époque-là, sont tous des chefs-d'œuvre. Et on ne sait pas où est-ce qu'il a appris son truc, comment il a. En fait, il a fait 38 tableaux et c'est tout quoi. Et après, on n'a pas, parce qu'il n'y a pas de correspondance, il ne restait rien de lui. Après, quand tu vois les peintres hollandais, je veux dire, c'est tous des putains de génies. Tu vas dans un musée là-bas, tout est genre méga beau. Il y a pas, je sais pas, il y a des trucs. À part si tu vois, peut-être, il y avait si tu vas dans les musées, t'as des expos où tu vas voir justement sur les peintres plus récents où t'as leurs œuvres au tout début, et tu fais ah bah oui, c'est quand même quelqu'un, c'est un être humain à la base. Il avait aussi des bonhommes bâtons au début, et puis après il a évolué, et puis il a fait des trucs géniaux, mais au début il se foirait aussi comme tout le monde. Mais sinon, si t'as pas les premiers tableaux, tu vois que les chefs-d'œuvre à la fin, et tu fais mais putain, comment est-ce que c'est possible? Mais après, faut dire aussi qu'ils avaient des maîtres, par exemple Rembrandt. Alors je crois que c'est Rembrandt. Enfin, en tout cas, il y avait une expo sur justement un maître peintre de cette époque-là et son disciple, et du coup tu vois les œuvres du disciple qui évoluent, etc. Et que en fait avec ce patronage qu'il y avait et qui était en place, et du coup ça te permettait de stand up beaucoup plus facilement en tant qu'artiste, puisque t'avais un putain de maître de ouf qui faisait des chefs-d'œuvre tout le temps, qui te montrait comment faire en fait, et du coup et puis aussi faut dire aussi qu'à l'époque la copie était beaucoup plus acceptable. Par exemple, il y a un musée où en fait c'est que un mec qui a fait que des copies d'un tas de tableaux, et il y en a ils sont vachement bien faites les copies quoi. Et le mec en fait il était juste fan de peinture, il voulait pas devenir parce qu'il avait de l'âge, il était déjà riche, donc il voulait pas devenir spécialement peintre. Et du coup il s'amusait à faire plein de copies quoi, et c'était à l'époque en fait, tu pouvais même aller dans un musée et on t'aménageait un endroit et avec des toiles, et puis on pouvait te décrocher la toile que tu voulais faire copier. Et en fait, il y avait même un marché pour ça, puisque à l'époque, on pouvait pas faire une reproduction de photocopie. Donc, si quelqu'un voulait avoir la toile du maître chez lui, il fallait qu'il fasse appel à un copieur, quoi. Et du coup, les jeunes artistes, ça leur donnait du boulot, et au final, ça leur permettait aussi d'affiner leur art, quoi. Ça c'est marrant, ça me fait penser à un truc que j'ai appris en faisant un peu plus, en faisant la visite du musée Fabre, parce qu'on l'a visité avec Sophie, et faut qu'on y retourne parce que c'est trop bien. En faisant la visite avec Anna, et elle nous a dit, si vous vous étonnez de voir un mec barbu roux, mais dans tout plein de tableaux, en fait il y a une raison. Parce que c'est le fondateur du musée, si je dis pas de bêtises, s'appelle Fabre. Je crois que ça s'appelle Fabre. Non, je sais plus. Non, je crois pas. Non, c'est pas lui. Mais il a sa propre salle de tableaux qu'il a fait. Mais le mec barbu dont tu parles, ouais, parce qu'il a commandé tous ses tableaux. Ouais. C'est un self-insert. Et en fait, c'est le même mec qui a donné une partie de sa collection au musée. Et en fait, il y a sa gueule de partout, parce que en fait,
il a donné sa collection et sa collection a en partie des portraits de lui qu'il a commandé à plein de gens. Et du coup, c'est le mec, tu peux le spot partout dans le musée parce que il a un jeu à boire dans le musée. Tu peux faire un jeu. Après, il y en a plein aussi qui se plaçaient dans leurs tableaux. Et je crois que c'était Rembrandt. Donc je sais plus lequel, bref, des grands maîtres qui en gros, il avait fait des commandes pour, apparemment, quand t'étais hollandais à l'époque, il fallait absolument être archer parce que c'était le moyen de défense de la ville number one. Donc tout le monde était obligé d'être archer, en fait. Et du coup, le mec, tu sentais qu'il se faisait chier, du coup, il passait son temps à peindre. Et à la fin, on lui a dit, OK, t'as le droit de te représenter dans le tableau avec tes copains. Le pauvre, quoi. Et tu vois qu'il a pas la même gueule que les autres, genre il est un peu empâté, c'est le mec qui peint et pas qui combat. mais oui, et du coup il y a plein d'artistes comme ça qui se représentent, et ce qui est marrant c'est quand c'est un artiste qui est pas à la même époque du tableau, du coup en général il se peint tel qu'il est, tu vois, donc si c'est à mode des barbes et qu'il y en a pas, tu vois, ça dénote, c'est assez marrant. Il y a David qui avait fait ça au moment où c'était un peu la guerre entre David, il y a David, Raphaël et Leonardo et Da Vinci. Bah c'est les maîtres de la Renaissance. C'est les maîtres de la pizza et du nunchaku. Les guerriers de vie. Il y a une espèce à un moment à Florence, il y a une espèce de guerre entre les trois, donc Raphaël, David et Da Vinci, de qui sera le meilleur. Et t'as meilleur dresseur. Non, le meilleur peintre. Et t'as un tableau de, je crois que c'est David, où il les représente et il se fout de sa gueule, il se fout de leur gueule un peu. Il les représente un peu vieux et nul, alors que lui, il est bien. Je crois que c'est un truc où il représente tous les philosophes. C'est ça. Et je crois qu'il a mis Da Vinci en Platon. Non, mais en fait, il se fout vachement dedans et effectivement. Oui, parce que David, c'était un peu le petit jeune qui arrivait à l'époque et qui était jeune et qui était un peu plus. La street cred. Qui avait la street cred, effectivement. Moi, je suis très fan de Caravage, par exemple. Et je crois que Caravage, Caravage, c'est cool. Il se représentait, mais pas de façon très positive, dans les tableaux. Mais en même temps, c'est pas un mec très positif. Moi, j'aime bien Goya quand il est fou. Voilà. C'était dit. Ce sera dit. Voilà. Après, mon préféré, c'est celui qui a fait la rade de la Méduse. Voilà. Ah oui. Déjà parce que le mec, pour faire ce tableau, il a gardé des morceaux de cadavres chez lui pendant des mois. Sous les portes, il vivait dans une chambre de bonne à Paris. Et moi, j'ai déjà dormi dans une chambre de bonne. Je peux vous dire que l'été, c'est un enfer. Déjà, 100 morceaux de cadavres. Voilà. Gloire à lui. Il a jamais vu, enfin, il a vu son tableau en entier que quand il l'a exposé à la fin. Parce que le truc est tellement grand qu'il l'a fait. Et puis qu'il vivait dans une chambre de bonne. Hein. Oui. Quelle idée de partir sur un truc aussi grand. Ouais. Il y a un manga qui est sorti l'an dernier sur ça. Et apparemment, il est super bien. J'ai pas eu l'occasion de le lire. Enfin, je l'ai feuilleté un peu, mais il est vraiment bien. Il s'appelle Jericho. Il y a un cheval sur la. Et si vous aimez bien comme Sophie le cannibalisme, l'histoire du radeau de la Méduse, c'est assez. Voilà. Tout se rejoint. Il y a eu un bouquin qui a été écrit, en fait, à partir parce qu'il y a eu un procès à la fin. Ouais. On a fait témoigner les officiers survivants. Bon, alors les officiers survivants, c'était les petites mains des officiers en fait, qui étaient sur Radou. Et du coup, on a les témoignages et il y a eu un bouquin. Alors je sais plus le nom, mais qui rassemblait le témoignage qui ont été faits pendant le procès. Voilà. Et là, quand on parle de récits de gens qui font des conneries, vraiment le radeau de la Méduse, c'est des gens qui font des erreurs sur des erreurs sur des erreurs. Après, sur des erreurs. Dans ce bouquin-là, il soulignait un point important en introduction, c'est que en fait, quand les soldats qui étaient sur le radeau de la Méduse étaient des anciens des guerres napoléoniennes, et notamment ils avaient fait la guerre en Russie. Et on rappelle que la guerre en Russie, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ils ont bouffé des gens, ouais. Ils ont bouffé des chevaux, et puis après ils se sont dit les gens, et du coup c'est pour ça qu'ils pètent un cap très très vite et qu'ils se disent on va bouffer les gens en fait, parce que en fait ils ont déjà vécu ça, et je pense qu'ils ont juste tapé un méga PTSD quoi. Voilà. Ouais. Parce que vous rappelez, les gens du radeau de la Méduse, vraiment ils avaient plein d'occasions de se sauver, c'est vraiment. Ah mais après c'est aussi ils ont subi du gros mépris de classe, hein, parce que franchement le radeau était pété de base et on les a sciemment mis là-dessus en leur donnant à boire que du rhum sous un cagnard, pas possible. Et comment ça pouvait bien se terminer cette histoire quoi. Les responsables, c'est le capitaine et les autres qui nous les ont foutus là-dessus, hein, parce que eux ils sont barrés ailleurs. Hein. Enfin bon bref, on est vraiment on est en train de digresser sur digresser.
Le coffee de Cécile est ouvert normalement. Je sais pas si Oui. Ça donc, fait 3 épisodes qu'on fait. Allez-y. Elle allait lui acheter tous ces trucs, des fanzines, des arts, tout ce qu'il y a. Il y a l'épisode Faye, réveille-toi. Il y a la critique de Gamera de Faye sur Froide qui est sortie. Si vous aimez les tortues qui volent c'est la vie des enfants, qui aiment les enfants mais qui les tuent aussi parce non, que il en a sauvé un. Il en a sauvé un, mais il en a tué des milliards. Mais j'ai gardé le plus désagréable. Sophie, est-ce que tu as des trucs à annoncer ou à promouvoir? Oui, tout à fait. Alors, si vous êtes en avril au nord de la France ou à l'ouest de la France, sachez que je serai à Trolls et Légendes. Du coup, c'est le 4 et 5 avril, et à Ouest-Hurlan, du coup, fin avril, vers le 25. Notamment, j'aurai la nouvelle anthologie qu'on a travaillé très dur avec des copains d'un forum d'écriture, qui est avec les éditions Black Rabbit, qui est autour de la mort. Et du coup, je sais qu'elle sera sortie le temps que l'épisode sorte. Et voilà. Ça s'appelle La mort et autres désagréments mineurs. Il y a de l'humour, il y a de la SF, il y a de la fantasy, il y a du fantastique, il y a de tous les genres, il y a de l'humour. Voilà, il y a un texte de fantasy très très humoristique. Voilà, vous en avez vraiment pour tous les goûts. C'est un petit recueil, pas trop cher il me semble. Je me rappelle plus du prix, mais ça tourne autour de 20 €. Les réseaux sociaux. Ouais, il y aura le lien. Oui. Et Cécile aussi, tu fais un festival normalement à Paris. Alors cette semaine nous enregistrons, oui. Ce samedi, je serai au Fanatic Zine Festival de Paris. Ouais, ça sera pas sorti donc. Voilà. Et il y aura tous les zines. et juste pour dire aux gens, ça y est, l'épisode, le chapitre 5 des Livres du Minuit va enfin sortir. C'était l'épisode où on a parlé du world building. C'était il y a 4 ans. Mais non, avec Sophie et Judas, et vous pourrez retrouver des textes qu'on avait écrits. Voilà, donc moi qui rigole tout seul de mes conneries, ça va être magnifique. Mais voilà, et je vais dire un grand merci à XP pour les montages parce qu'il m'a beaucoup aidé vu que j'ai eu pas mal de mal en ce moment. Donc voilà, je le remercie. Moi aussi, je mets un peu de temps à sortir les épisodes. Là, j'en ai deux à sortir. Il y en a 2 qui sont montés. Faut juste que je fasse les descriptions et que je sorte les épisodes, puisque j'ai pas sorti le Freddy l'arrangeur et j'ai pas sorti l'épisode sur la plus belle personne, qui a été génial, vraiment. Si vous avez pas écouté, on recommande des salons que peut-être quand tu sortiras l'épisode, ils seront finis, quoi. C'est marrant, dans l'épisode. Après, tu nous envoies le lien et on partage sur le nom. Dans l'épisode, Marianne, elle parle l'autrice de la plus belle personne, elle parle d'une dédicace je crois qu'elle a déjà fait. Donc, je suis désolé. Mais si vous l'avez pas écouté, vraiment, la BD est géniale. L'autrice a été superbe. C'était vraiment intéressant de discuter avec elle, et le travail de 6 pieds sous terre est encore une fois génial. Enfin, de mettre en avant des petits des premières BD comme ça, c'est tellement cool. Et voilà. Et si vous avez un peu de sous encore en poche, il y a Anis El Amouri qui vend des planches, et moi je suis à 2 doigts de vendre un rein pour me l'acheter, parce que vraiment il les vend pas cher du tout. C'est entre 300 et 100 € pour une planche de Anis El Amouri originale. Ah non, vraiment, pour une planche originale. C'est le prix d'une place de ballet. On en parlait en off avant. Voilà. Dédicace Chalamet. Je préfère avoir une planche de Anis El Amouri. Moi aussi. J'avoue que moi, depuis que j'ai vu Black Swan, j'ai l'impression que les ballets, c'est de torture. Il y a un comment ça s'appelle torture porn. Voilà. d'Amélie Nothomb qui se passe justement dans le monde des ballets. Je sais plus quoi. C'est l'épisode des recours, vraiment. Ah, j'ai plus le titre en main, mais qui était pas justement, qui parle d'une ballerine, de sa vie, de ce que tu penses. C'était vachement bien. Je pense parce qu'il y a l'attaché de presse de Bliss qui a écouté notre épisode sur oui. Sur Hello Sunshine. Moi, je pensais que tu leur avais envoyé un message. Alors, vous pouvez confirmer si le personnage j'aurais rien est trans.
C'est lui qui m'a envoyé et c'est gentil d'avoir. très gentil de nous avoir envoyé un message et j'avais raison. D'ailleurs, je tiens à le dire, j'avais raison. C'était bien. Sky qui était et il nous a fait. Tu as raison. Il m'a fait un petit Donc, retour ça- sur l'épisode sur Blata où on était un peu plus. Parce qu'il m'a dit, moi j'avais un peu peur parce que l'épisode sur Blata c'était. On a juste donné nos points de vue. Enfin, je pense pas qu'on était méchants. Donc voilà. Bah si elle est, il y a Ça n'est pas encore fait, un peu fatigué, ou que c'est un film de Villeneuve, elle est un peu méchante des fois. Mais en tout cas, Mais j'avoue, il suffit de mettre un film de Marvel à côté pour la raisonner. Non, mais. Toujours prévoir pire à côté. Qu'est-ce que je voulais dire Enfin, mais non, moi je passe mon bonjour aux responsables de Delcourt qui nous écoutent. Voilà. Ouais. Oui, ils sont hyper sweet à Delcourt. Non, mais je pense que c'est vrai que j'ai parlé un peu, voilà, mais c'est parce que j'avais du mal. Mais ouais, j'ai vraiment, enfin, j'ai pas aimé, voilà, Et on est obligé de donner notre avis. Hein. On est objectif. je dis encore une fois, c'est juste un avis donné avec un petit peu trop d'énergie, parce que j'ai eu un pic d'adrénaline. Moi, ce sera sorti. C'est pas méchant. Mais je suis invité. Comment ça s'appelle une petite chaîne YouTube. Moi, je suis invité nulle part. Et d'habitude, c'est toi. Hein. Alors, franchement, Des news, moi, je le dis aux je auditeurs. suis invité chez Guitare et Pop Culture, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Jeudi. Donc, ce sera déjà passé parce que j'aurais pas sorti l'épisode. Mais bah, vous pouvez aller écouter l'émission. On va discuter de comics, a priori. Voilà. Et puis c'est tout ce qu'on avait annoncé. La semaine prochaine, on parle de quoi? Je ne sais même plus. Je vais regarder. Tac. Rockefellers. Ah oui. Peut-être qu'on va parler de Rockefellers. Effectivement, que j'ai Au début, j'ai cru lire Rocketeers. Je me suis dit, ils ont fait Oui, un moi nouveau aussi. comics de Rocketeers. C'est la suite. les Rocketeers, on l'a fait J'en ai pas 40. parlé on l'a si, 40. j'ai été invitée. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, fais-le. J'avais été invitée dans l'émission de Comics Beast, je pense bien, c'est Entre Geeks, voilà, Ouais, c'est où Entre on Geeks, a ouais. parlé. D'ailleurs, je me suis régalée, on a eu une longue conversation. On a parlé du film Rocketeer et du film Captain Sky, Le Monde de Demain, que j'adore. Et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir parler de ces films-là. Donc, allez-y, c'est sur le flux de Galaxy Pop. Et du coup, effectivement, la semaine prochaine, on parle de The Rockefellers qui sort chez Urban Comics. Et je vais être sincère avec vous, je l'ai sélectionné uniquement parce que c'est Francis Menapoul qui est au dessin et que j'aime d'amour Francis Menapoul. Et en plus, c'est Tomasi qui écrit, donc ça peut pas être mauvais. A priori, voilà. Je crois que c'est la première fois que Cécile va faire du mainstream. Attends, regarde. Et ouais, là c'est vraiment du mainstream. Hein. On est vraiment sur du mainstream. Après, Crisis de DC, c'était quoi? Ah oui, c'est vrai. Après, Ça m'a. c'est censé être du mainstream, mais je trouve que c'est pas les trucs les plus accessibles de DC. Et que du coup, Oui. c'est pas si mainstream que ça en vrai. Voilà. Si t'arrives comme ça, t'attaques, t'as lu quasiment rien, ou juste, je sais pas, t'as regardé un épisode de Batman. Ah si, la Flash. C'est incroyable comme série, regarde la série. Flash. Mais surtout, la nouvelle édition qui rajoute tous les tie-ins, ça m'a donné l'impression que je lisais un lootbox DC Comics. C'était horrible. Cette édition. Sinon, Jen, pourquoi est-ce que tu lui fais Du coup, j'ai eu droit à un super épisode de Batman entre deux épisodes de Crisis. Bon allez. Mais on aime Batman. Ça dépend des époques. Hein. Des fois, c'est un peu bon. Bref. D'ailleurs, en ce moment, je regarde la série Person of Interest et j'ai l'impression de regarder Batman, mais de Nolan mais en version réaliste. Oui, c'est de Nolan qui avait. Je l'ai. Oui. Ouais. Mais de toute façon, ils sont sur Prime, non? Ou ils sont et sur c'est Netflix qu'ils ont rajouté. Netflix. Ouais. Avec le mec qui se Franchement, ils mettent plein de vieilles d'accord. séries, donc ils ont mis Bones, Mentalist, etc. Il y a Urgence surtout. Ouais. Ouais, Urgence. Et du coup, c'est marrant. Moi, ça me fait marrer des gens qui découvrent maintenant des séries des années 90. Et qui étaient en mode, mais il parlait déjà de problèmes de société. Bah oui, écoutez, on n'a pas attendu le mouvement woke pour parler de problèmes de société. C'est marrant. Quand même dans l'art. Dans l'épisode de la semaine dernière, tu vas peut-être me détromper, Faye, mais il y avait Margot qui parlait de The Pit, donc où il y a le mec de Urgence, et disait où il y a moins de scènes d'amour que dans Urgence. Il y a tant de scènes de cul, enfin il y a autant de romances dans Urgence.
Dans ma tête, j'avais pas. Alors c'est pas Grey's Anatomy parce que Grey's Anatomy c'est un niveau. Ouais. Mais quand même, tu vois la vie des gens, enfin l'histoire. Oui, mais c'est pas avec axé vraiment sur leur romance. C'est pas vraiment. Enfin, ça fait partie de leur quotidien. Je veux dire, t'as le couple Clooney là avec sa tête qui bouge là et puis la fille. T'as Benton avec t'as le Dr Green. Enfin, t'as pas de genre. Si, quand même, t'as des trucs d'amour, mais c'est pas. Je trouve que c'est soft comparé à Grey's Anatomy. C'est pas le truc principal, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas Grey's Anatomy, quoi. C'est ça. Puis Urgence, c'est une série qui est d'une grande intelligence au niveau de son écriture, qui montre à quel point en fait l'hôpital c'est l'enfer, qui montre aussi dans leur vie quotidienne on le fera dans à quel point ça bouffe leur vie quotidienne. Oui, non, mais il faut que je le fasse avec Spades. Parce que ça fait des années qu'on en parle. Et alors, moi, il y a une scène qui m'avait choquée. Avec un hélicoptère, et je ne savais pas plus. Parce que j'ai ri. Faye, elle adore cette scène, elle rigole à chaque fois. Dès qu'elle voit l'acteur au casting, elle rigole. Oh, mais le perso, il me fait tellement rire. C'est tellement ironique. Moi, à chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je tombe sur l'épisode où il y a la fin du Dr Green. Mais spoil. Non, mais c'est une fin, c'est juste la fin, je dis pas ça. Oui, non, mais ces épisodes, ils sont déprimants. Non, mais il y a plein de scènes marquantes, dans Urgence. Enfin, je pense notamment à une scène dans l'hôpital où il y a des médecins qui se font attaquer. Je ne dis pas qui ou quand, comment. Et en fait, comment elle s'appelle? Shonda Rhimes. Si elle a dans ses influences sur Grey's Anatomy, c'est bien sûr Urgence, mais il y avait aussi Buffy qui est dans ses influences. Il y a pas mal de choses, mais tu vois le côté un peu les dramas à l'hôpital, machin et tout, c'est hérité d'Urgence. D'accord. Certains trucs un peu sociaux aussi. Après, bon, elle est partie sur d'autres raisons. Elle a pris un autre angle de point de vue. Urgence, ça fait vraiment plus documentaire. T'as les caméras qui sont vachement parfois, tu vois, on dirait qu'elles sont limite à l'épaule, qu'elles sont là autour, comme s'ils filmaient en fait des scènes de guerre. Comme dans Battlestar Galactica. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on est dans une approche documentaire, mais c'était le cas aussi à l'époque des autres séries policières. New York que t'as repris James en intro. Et puis aussi New York 911. Moi, je sais que j'avais aussi je regardais cette série beaucoup trop jeune. Et il y a des trucs, ça m'a traumatisé. Hein. Maintenant, je fais des rêves cauchemars là-dessus, genre. Mais pour moi, il m'arrive la même chose que ces pauvres gens. Mais pour moi, c'est je parle de New York 911. Pour moi, ça décline d'Urgence. Urgence, ça a vraiment bien sûr. un tournant dans le monde des séries médicales, parce qu'avant ça on a des choses très classiques, tu vois, je pense par exemple à Chicago Hop, qui était pareil une série très 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 classique avec des trucs du genre septembre de New York machin, Ah oui, ouais, il était déchirant. Ouais. Et je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis quand même parce que on repart sur on peut couper parce que j'ai sommeil. Hommage à Eric Dane parce que vraiment moi ça m'a brisé le cœur. Ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique, mais ce qui est horrible, moi ce qui m'a foutu mal, c'est que le mec en fait il savait qu'il allait bientôt et il a donné en fait une dernière interview où dans l'interview il a laissé un message pour ses deux filles qui est un message d'une beauté, ça m'a fait pleurer. Et en fait, moi, je me disais, putain, mais je crois que c'est un truc sur Netflix ou je sais pas où, c'était l'interview. Et je me disais, quand même, il le passe et tout. Et en fait, ils ont quand même demandé à la famille. Et la famille a dit oui, laissez-le, quoi. Mais t'imagines, c'était une semaine après l'acteur qui incarnait Dawson, quoi. C'est vraiment à la suite. Puis là, on a eu récemment Bruno Salomon. Voilà, qui paraissait en tout cas sympathique. Et je me suis rappelé, et c'est vrai que j'avais oublié, il avait fait un spectacle avec plein de sketchs et tout. Et je me suis rappelé ces sketchs-là, je me dis, ah ouais, quand même, c'était marrant, et c'est dommage qu'on ait oublié. Mais même dans Fais pas ci, fais pas ça, moi je trouve bien. Oui, il était bien aussi dedans. C'était un super acteur, Bruno Salomon. Donc voilà, petite pensée à tous ces gens qui partent et qui ne méritent pas de partir comme ça, quoi. Et pensez au Dr Sloan, qui est le meilleur docteur de Grey's Anatomy. Il y a pas à chier. Et le moins bon enquêteur, puisque effectivement c'est un hommage à Diagnostic Meurtre, c'est une autre façon de parler de truc médical. Mais elle est très bien cette série, j'adore. C'était mon petit plaisir des après-midi. Bon allez, j'arrête avec les références. Merci aux gens qui ont souffert cet épisode. Dites-nous, écrivez qui est votre docteur préféré de série télé genre, je bouge trop la tête. J'essaye de revoir Urgence, mais c'est pas possible à chaque fois. Le mec il annonce qu'un enfant est mort. Pardon, tu m'as lancé dessus. Dites-le en commentaire. Allez,
Et, aussi sinon, votre histoire d'évasion préférée en commentaire. Ouais, voilà. Voilà. Comment vous avez réussi à vous évader de cet épisode? Est-ce que vous aimez le générique de Bottom Break? Oh putain. Est-ce que vous avez pas le temps? Allez, bye. On est d'ailleurs. Bye. Salut. Il est trop bien, Julien.